propose que l'on passe tout de suite à la première session des présentations. Donc cette première session porte sur les réflexions sur la culture professionnelle commune des enseignants en Nouvelle-Calédonie. Elle est composée donc de deux premières interventions, celle de Madame Séverine Ferrière, qui est maître de conférence à l'ESP, et qui s'intitule « Qu'est-ce que la culture commune? Genèse, représentation et appropriation ». À toi Séverine. Merci, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon alors, effectivement, là d'un coup, c'est moins original d'articuler sa présentation en trois parties et surtout de commencer par la genèse, puisque mes propos sont très proches de ce que vous venez d'entendre. Donc, je vais aller très vite sur la première partie, puisqu'on l'a développée. Et je vais vous proposer, au-delà de la genèse, une réflexion articulée sur la question des représentations, c'est-à-dire articulée à un champ théorique, pour essayer d'éclairer cette idée de comment, en termes de culture commune enseignante, et particulièrement premier et second degré, parce que c'est quand même les enjeux après de terrain dans le champ de la formation, comment, à travers quelques études, quelques recherches, parce qu'on verra qu'il y en a relativement peu, on pourrait penser, ou en tout cas identifier des points de résistance qui, donc, du coup, pourraient être pensés comme points d'accroche pour s'approprier une culture commune, ce qui permettra ensuite de réfléchir à la notion de formation, notamment à l'ESP. Alors, bon, au-delà du fait que parler de culture commune, bon, là, on a déjà le terme culture qui en soi est déjà un terme très complexe, qui renvoie à des dimensions extrêmement complexes. On peut considérer, en tout cas dans le champ de l'éducation, parce que mon propos, oui, j'ai pas précisé, mais dans la même lignée que M. le vice-recteur, donc sera particulièrement sur un regard sur l'enseignement métropolitain. Mais donc, dans une perspective un petit peu socio-historique, on va dire, en termes de genèse, on considère que le principe de culture commune dans le champ de l'éducation a valeur de liant, en fait. C'est pour unifier. Ensuite, au-delà de ça, ce qu'on va voir très très vite, du coup, c'est que parler de culture commune, ça amène forcément, dans le champ de l'enseignement, à faire des choix, à choisir des modalités par rapport à ces choix, notamment des modalités d'apprentissage, et puis ça crée des débats qui peuvent aussi amener à de la résistance. Donc, du côté des... Ça sort pas super bien, désolé. Du côté des élèves, puisque là aussi, je vais vous mettre les deux... On a d'un côté les élèves et de l'autre les enseignants. Et évidemment, parler de culture commune, c'est parler de choses qu'on va partager, et c'est les enseignants vers les élèves et les élèves avec les enseignants. C'est un principe d'interaction. Après, bon, il y a encore d'autres principes d'interaction, mais si on reste sur les élèves, on voit que ce qui anime le champ des discours autour du commun, c'est notamment la question, alors évidemment du socle commun, mais qui a à voir avec qu'est-ce qu'on transmet aux élèves. Quel savoir on leur transmet? Est-ce qu'on leur transmet des connaissances ou des compétences? Ça, par exemple, c'est des débats qui sont très actuels, qui renvoient à est-ce que, plus largement, on forme des citoyens éclairés ou des travailleurs dans un monde social pour les préparer à leur prochaine vie de travailleurs, du coup. Bon, toutes ces choses-là, on n'est pas là forcément pour en débattre, mais elles sont quand même sous-jacentes à toutes ces questions de culture commune. Donc ça a été, entre guillemets, pris en charge par la question du socle commun, envers les élèves en tout cas, des livrets, etc. Et ce qui crée beaucoup de débats et notamment de polémiques depuis très longtemps, c'est cette idée, donc c'est une expression en sociologie, d'un SMIC culturel, c'est-à-dire, bon là aussi pour résumer, aller vite, est-ce qu'on nivellerait pas par le bas en décidant qu'on a un certain nombre de savoirs de base à avoir et qu'ensuite après, voilà. Là aussi, je rentre pas dans le détail parce que là, on va plus se concentrer du côté du coup des enseignants. Mais forcément, ça a un effet sur la pratique professionnelle enseignante, notamment, donc, comme je disais, sur la question des méthodes d'apprentissage. Alors, ça a été évoqué, le simple fait de considérer l'élève au centre du système éducatif, ça modifie forcément la manière dont on enseigne. Ça modifie aussi les représentations qu'on se fait de l'élève, qui longtemps ont été de déverser des savoirs et des connaissances sur un élève. Bon, là, ça inverse un petit peu le processus, du coup. La question de la coordination, l'organisation, puisque là aussi on travaille plus pareil du coup. Là aussi, vraiment dans le champ vraiment professionnel. Donc de fait, on a maintenant, comme ça a été aussi précisé, c'est pour ça que je vais vite, un référentiel de compétences qui unifie, qui prend en compte tous les enseignants avec là aussi une sorte de bagage de base de ce qu'un enseignant doit partager. Et ça renvoie là aussi à des débats et des résistances, puisque ça force de fait à travailler, alors dans le pluridisciplinaire d'abord, et puis après à certains degrés,
dans l'absolu, l'inter et le transdisciplinaire, hein, pour aller sur le terme, voilà, aussi de transcender. C'est-à-dire qu'on transcende les savoirs. On est tous enseignants et on va tous sur des compétences, des connaissances, là aussi, selon là où on se positionne, pouvoir enseigner tous ensemble, etc. C'est aussi la question de l'évaluation. Je vous jure qu'on n'a pas fait la communication ensemble. Hein. C'est vraiment le. Mais comme quoi, ça veut dire que bon, il y a quand même des points qui sont vraiment des points d'accroche et qui sont vraiment en lien avec cette notion de culture commune. Et ça renvoie aussi à la question de la différenciation et tous les paradoxes d'avoir une école qui est pour l'égalité, mais qui différencie et qui le pose parfois comme postulat de base. Alors ensuite. Là aussi, je vais aller donc très très vite, hein, puisque ça a aussi été très très abordé. On peut considérer dans une certaine mesure que le fait de rendre unique force à devenir commun. Dans le sens où c'est le fait historique, enfin dans une dimension là aussi socio-historique, pardon pour les historiens et les historiennes, hein, parce que là en une diapo c'est vraiment, voilà, mais c'est pour mettre plutôt des points de repère. Plus on va vers de l'unique, de l'école unique, alors au début, voilà, on a quand même une distinction très nette entre le primaire et le secondaire, notamment, alors on l'a dit, le fait par exemple qu'en enseignant en primaire, il y a l'idée qu'il faut apprendre ce métier, alors que dans le secondaire, il y a l'idée que c'est inné. Ça vient de, voilà, il y a même une certaine résistance à se conformer, voilà, à des doctrines pédagogiques, etc., ce qui ressort beaucoup sur le principe de l'école unique. Donc l'école unique, c'est considérer que tous les élèves ont droit d'accéder à l'enseignement, et puis ensuite, bon, on reste sur un système quand même différencié, avec un principe d'orientation qui finalement se décale. Ensuite, le collège unique, qui là aussi relance un petit peu les mêmes débats, les mêmes points sur à la fois la formation des enseignants, à la fois les contenus d'enseignement. Et puis, à mon avis, ce qui en fait est vraiment transversal, c'est la massification, c'est-à-dire que le fait les élèves arrivent sont tous scolarisés en primaire. De fait, on va les emmener vers le collège qui devient unique. Donc, de fait, il faut ensuite les emmener au lycée. C'est pour ça que j'ai rajouté la question de l'enseignement supérieur, parce que là, à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il y a cet effet de massification arrive à l'université, avec la même idée de les étudiants qui arrivent à l'université n'ont pas le niveau parce que le bac maintenant c'est plus ce que c'était, etc. Des discours comme ça qu'on entendait dans le collège unique, etc., etc. Donc ça pose quand même une question plus transversale de ces savoirs et de ces connaissances et de ces représentations qu'on a les uns des autres. Donc je m'attarde pas plus là-dessus. Et donc, si on revient vraiment sur les enseignants, ce qu'on peut... Alors, je vous ai mis je vais tout mettre d'un coup. Là aussi, pour aller vite, on voit qu'historiquement, il y a toujours eu un clivage entre les enseignants de primaire et les enseignants de secondaire. Ça va être l'objet de la deuxième partie sur les représentations, de voir si c'est ou pas le cas. Même si, bon, très peu de suspense quand même. Bon. Et donc, on voit que ce qui va... faire une différenciation, en tout cas, entre enseignants de primaire et du secondaire, ça va être de l'ordre de la formation, des valeurs et des pratiques professionnelles. Bon, du coup, de tout ce qui comprend la dimension professionnelle enseignante. Et ça va donc de fait modeler des représentations, des croyances professionnelles et aussi, là aussi, des résistances identitaires, hein, parce qu'il y a l'idée de « moi, je suis enseignant de... etc. » Et on s'aperçoit qu'en fait, ce qui va... là aussi, traverser tout le système éducatif, au-delà de la dimension historique et chronologique, c'est que la question qui va se poser sur un principe de clivage, c'est d'un côté, on a une culture commune, pratique, de base. Alors ça, c'est des termes qu'on retrouve très fréquemment, qui est de fondamentaux. Hein, c'est le primaire. On apprend à lire, écrire, compter. Bon, là-dessus, il n'y a pas... Et ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien. Hein, il n'y a pas à statuer là-dessus. C'est qu'un enseignant en primaire, il apprend les choses de base pour se débrouiller dans la vie. Et puis ensuite, on a une culture... Alors là, bon, il y a plusieurs termes qui sont pour moi pas équivalents, mais enfin, en tout cas, qui essayent de décrire les représentations attachées au secondaire et au supérieur d'ailleurs, qui sont la culture de type humaniste, scientifique, savante. C'est-à-dire qu'on a cette première distinction qui s'opère dans ce qu'on apprend aux élèves et ou aux enfants, on va le voir. C'est aussi la question finalement de l'égalité des chances et de l'élitisme qui est toujours en tension dans l'éducation. C'est-à-dire que voilà, le collège maintenant, c'est un lieu, le collège unique. Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais, bon, il y a un système qui se répercute maintenant avec la massification et la question se pose maintenant dans l'enseignement supérieur, université versus école d'ingénieurs, de commerce, etc., etc. L'intégration et la différenciation, donc on en a parlé un petit peu là, voilà. C'est-à-dire que c'est aussi un paradoxe parce on peut pas intégrer les gens en faisant des différences. Bon,
Mais en même temps, bon, là aussi, c'est pas un jugement, c'est un constat. Les gens le font pour essayer d'apporter quelque chose aux élèves qui seraient en difficulté, notamment la différenciation. Et de fait, ça fonctionne pas, ça n'intègre pas. Et puis, la question plus large d'un développement collectif ou d'un développement individuel. Est-ce que l'école, avec un grand E, est là donc comme outil social pour collectivement développer justement cette dimension collective, ou alors développer l'autonomie, comme c'est le cas aussi dans les textes, développer l'esprit critique, qui sont des dimensions aussi individuelles. Et toutes ces choses-là, elles rentrent les unes avec les autres, et c'est ça qui crée souvent des débats, des discours. Donc, pour éclairer ces propos très rapidement, je vais vous proposer quelques recherches qui traitent des représentations des enseignants. Alors d'abord, une première distinction à faire, parce que je vais utiliser les deux termes pour pas que ce soit trop réducteur. En général, on considère que les croyances que les enseignants ont sur eux, sur leur métier, sur leurs élèves, etc., sont plutôt du champ des travaux anglophones, en fait, anglo-saxons. C'est plus une terminologie. Et les travaux francophones utilisent plutôt le terme de représentation. Et moi, je vais m'inscrire dans cette sphère francophone, notamment avec la théorie des représentations sociales. Donc du coup, alors j'ai mis les définitions, mais on va passer dessus. Ce qui est important à retenir, c'est que donc c'est une théorie issue du champ de la psychologie sociale qui postule, on va prendre juste la première, que donc une représentation sociale, c'est une forme de connaissance socialement élaborée et partagée qui a une visée pratique et qui concourt à la construction d'une réalité commune, à un ensemble social. Et après ça s'applique à tous les groupes auxquels on peut appartenir, et notamment dans le champ professionnel, mais ça peut être c'est des dimensions plus larges. Et donc, ce qu'on retient, c'est qu'il y a 4 fonctions majeures aux représentations sociales. Les savoirs, avoir des savoirs, et notamment des savoirs communs, là, du coup. Identitaire, c'est se reconnaître aussi, on partage les mêmes choses, on est d'accord sur les mêmes codes, on se reconnaît en tant que prof du secondaire, là aussi dans la salle des profs, c'est vrai que c'est quand même le lieu où on voit tout de suite qui est qui. Justificatrice, c'est-à-dire que dans certaines situations, ça permet aussi, justificatrice peut-être dans le terme de défense, et puis d'orientation des pratiques, etc. Donc là, voilà, je vais vous présenter 2 recherches qui datent un petit peu, puisque la plupart des recherches sur les représentations, finalement, elles traitent plutôt, alors, soit des représentations du métier, on en verra un petit bout quand même là à la fin de ma communication, c'est quand même important d'avoir une connaissance des représentations du métier que les personnes se font et qui vont orienter leur choix professionnel. Mais la plupart du temps, c'est souvent les représentations des enseignants sur leurs élèves, et notamment sur les élèves en difficulté, ou enfin avec des profils qu'on peut qualifier d'atypiques, et pas vraiment sur leur propre représentation de leur métier. Donc là, j'ai pris 2 recherches, une sur le métier d'instituteur, donc en 95, et puis une autre sur les enseignants du second degré. Et donc là, très rapidement, donc c'est les enquêtes du ministère de l'Éducation nationale, et là, il leur était proposé, avec une question ouverte aux instituteurs qui participaient à l'enquête, d'expliquer un petit peu, de rédiger, par écrit, ce qu'ils pensaient, les représentations qu'ils avaient de leur métier. Et on se rend compte qu'on a 4 grands champs représentationnels. Un premier qui va, alors là vous avez tous les termes, on va peut-être pas tout détailler, je vous laisserai le diapo si vous voulez aller plus loin. Mais donc, on voit que les termes utilisés sont très relatifs à aimer les enfants, savoir être disponible, travailler en équipe, etc. Un deuxième champ va plutôt être en lien avec la responsabilité de former les futurs citoyens. Un troisième, c'est plutôt en lien avec la tension entre le métier passionnant et puis le caractère un peu fatigant, éprouvant de la pratique du métier. Et puis un quatrième champ qui relève de tout ce qui va être de l'ordre du métier qui est intéressant par ses avantages, notamment, alors tout le monde le sait ici, les vacances, bien sûr, mais qui est quand même fatigant. Donc j'attire votre attention sur des effets de variables, c'est-à-dire que le quatrième champ est plutôt relatif au discours des femmes, et le champ en rouge sur former les futurs citoyens, plutôt relatif aux enseignants hommes. On y reviendra, mais du coup là, ça pose déjà une différence en termes de représentation du métier. Donc en tout cas, là où sur les témoignages, les enseignants du premier degré s'accordent, c'est l'importance des apprentissages fondamentaux et la polyvalence de leur métier. Et là, on voit quand même qu'on est en 95, du coup, c'est quand même des choses qui sont restées ancrées jusque-là. Du côté du secondaire, alors c'est pas exactement la même enquête, puisque là, on n'a pas demandé aux enseignants du secondaire d'écrire leur représentation du métier, mais la représentation de leur discipline. Donc du coup, ça varie un peu.
Donc ce qu'on peut voir en tout cas, c'est qu'on a des groupements disciplinaires qui sont rattachés à des champs. Voilà. Donc, je vous ai mis en couleur, bon, vous retrouverez peut-être. Et quand même, donc ce qu'on retient, et en tout cas ce que Maresca explique, c'est qu'on a bien deux visions. Il appelle ça des clivages profondément ancrés même, il va un petit peu loin. Avec d'un côté la dimension académique de l'excellence, de l'élitisme, qui est vraiment héritière de toute cette représentation des données, des connaissances savantes, etc. Et puis une autre dimension plus instrumentale, de savoir plus positif, avec une vision ouverte, plus décalée, moins dans le savoir savant, entre guillemets encore. Et donc, il précise, bon, là aussi, ce qui peut expliquer ces différences de représentation, c'est une inadéquation aussi entre la formation disciplinaire et les conditions de transmission, enfin, ce qui ressort des discours des enseignants interrogés du second degré. Et donc, c'est cette question de dualité. Donc, on se rend compte que non seulement, on va voir, bon, les enseignants primaires ont une représentation de leur métier spécifique, mais qu'à l'intérieur du secondaire, les enseignants ont aussi une représentation disciplinaire, ce qui rajoute encore une couche à le souhait d'avoir une culture commune, ou en tout cas à prendre en considération. Puis donc un troisième article qui cette fois-ci est une analyse de tous les textes officiels sur 20 ans qui traitent de la transition CM2 6e. Alors très rapidement, là ce qu'on voit, c'est qu'on a 3 thèmes qui ressortent fréquemment. C'est la question des savoirs et des savoir-faire des élèves, l'accueil des élèves, et puis des travaux communs entre enseignants CM2 6e. Alors comment on comprend les croix? C'est que si à chaque rentrée, il faut redire qu'il faut travailler ensemble, c'est donc que ça s'est pas vraiment fait l'année précédente. Et je vous donne l'année, c'est entre 76 et 99, 1999 en métropole. Donc ça inscrit aussi une préoccupation de très très longue date. Bon. Et je vous ai mis la citation de conclusion de l'auteur de cet article, qui est très claire, puisqu'on est en 2001, donc 99, création des IUFM. Donc les IUFM auraient un rôle majeur à jouer lors de la formation initiale des enseignants, dans la constitution d'un esprit de corps propre à transcender les grades et les affectations ultérieures. Les avatars de la formation continue aux instituteurs et aux professeurs nous rappellent l'ampleur du travail qu'il reste à effectuer pour faire évoluer les représentations des enseignants des 2 degrés. Une formation continue associant les enseignants du primaire et du secondaire contribuerait au même objectif. Voilà. Une autre recherche, cette fois-ci, une recherche internationale sur les les motivations à devenir enseignant, pour prendre un petit peu de champ, pour pas être complètement centré sur soi-même, etc. Même si évidemment que la culture commune se construit là aussi dans un champ particulier. Mais donc là, c'est une recherche qui reprend un certain nombre d'autres recherches où on voit que sur l'ensemble de ces recherches, sur cette méta-analyse, on distingue 3 types de motivation pour les personnes à devenir enseignantes. La première, elle est de type dit altruiste. C'est-à-dire qu'en général, les enseignants vont choisir d'être enseignants parce qu'ils aiment bien les enfants ou les ados, et puis pour des notions un peu de bien collectif, pour la collectivité. On a des motivations de type intrinsèque. Là, on est plus orienté sur l'activité, la transmission des connaissances. Alors après, bon, dans l'article, ils expliquent que certains considèrent que la dimension altruiste intègre la dimension intrinsèque, mais enfin bon, bref, on va pas en débattre là, mais en tout cas, il y a quand même une dissociation qui s'opère. Et puis, les dimensions intrinsèques, où là, ça va plutôt être pour les conditions de travail, le prestige. Alors là aussi, c'est international, donc il y a plus ou moins de prestige selon les pays à être enseignant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qui a plutôt ce type de discours. Donc, pour des motivations altruistes, sont plutôt les enseignants du primaire et plutôt les femmes. Alors que les dimensions intrinsèques sont plutôt les enseignants du secondaire, hommes et femmes. Et les motivations intrinsèques, sont les 2 et plutôt les hommes. Et là aussi, bon, sans rentrer plus dans le détail, on voit bien que là, du coup, en termes de motivation, il n'y a donc pas vraiment de connaissance, de représentation vraiment commune du métier. Il y a des différences qui s'opèrent avant même d'être dans le métier. C'est ça qui est important, parce que ça a un enjeu derrière, du coup. Ça veut dire qu'il va falloir travailler sur ces représentations qui sont déjà existantes. Et donc, pour faire le lien, une étude qui vient de sortir là du CNESCO sur les représentations d'étudiants en licence 3 en France, 1000, dans 3 même plus 6 universités, je crois. Et donc, je vous ai mis, alors, j'ai extrait quelques infos, il y a beaucoup plus de choses. La vocation, la motivation en premier, les motivations évoquées pour être enseignant en premier degré et en second degré. Alors la vocation, dans 25% des cas, pour être enseignant en premier degré, ça a été envisagé depuis l'enfance.
25% pour aller être enseignant en second degré, c'est au lycée. Et alors là, bon, le collège, a priori, ne donne pas vocation à être enseignant, mais bon, ça laisse aussi à penser. Et on voit bien aussi comment se dessinent à travers cette motivation les représentations des savoirs de base versus des savoirs savants. Vraiment. Donc du coup, motivation premier degré, en gros, dans 72% des cas, la motivation avancée, c'est travailler et aimer. Enfin, on aime bien les enfants, on a un attrait à travailler avec les jeunes enfants. Et également toutes les dimensions, la polyvalence du métier, tout ce qui est pédagogie ludique et créative, les enseignements fondamentaux, etc. C'est-à-dire exactement les mêmes motivations depuis des générations du coup. Et même chose sur le secondaire, hein, bon, il n'y a pas trop de suspense quand même, hein, mais bon, c'est pour vous montrer que là, ça date vraiment il y a un mois que le rapport est sorti, donc c'est vraiment des choses très très actuelles. Le lien avec la discipline universitaire suivie, parce qu'en fait, souvent, on est à l'université et on est en licence, et puis après, faut travailler. Donc on va dire, on va continuer dans cette discipline. Bon, l'attrait pour les adolescents est moins fort que pour les enfants, hein, du coup, là aussi, c'est 45%. Mais donc, on voit bien comment les choses sont fixées. Donc, pour terminer, en termes d'appropriation par rapport à ces différents points de représentation, on voit que donc là, alors j'ai repris le terme de représentation ou croyance, hein, toujours dans la même idée de ne pas être trop non plus centré sur une seule dimension. On voit que ce qui va faire varier un peu, justement, ce qui fait que les représentations sont pas communes, c'est le public, les spécificités et les choix. Le public, c'est travailler avec des enfants, avec des ados. Et moi, j'ajoute, par rapport aussi à d'autres recherches, travailler avec des enfants ou des élèves. Parce qu'en fait, là, ça renvoie aux travaux sociologiques sur le métier d'élève. C'est-à-dire quand on est particulièrement au collège, on ne travaille plus avec des enfants, éventuellement avec des ados, mais ça a une signification derrière. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Développer un enfant, enfin développer au sens, dans tous les sens, que ce soit pédagogique, psychologique, etc., c'est pas la même qu'un élève. Bon. Ensuite, les spécificités. Évidemment, voilà, ce qui est très mis en avant et qui devient après une sorte de rempart identitaire, mais dans les deux sens. Hein. C'est la polyvalence en primaire, c'est-à-dire que c'est valorisé. Je dis pas qu'il y a un côté plus ou moins bien, mais en tout cas, c'est des choses qui sont avancées comme différenciation et différenciateur. La polyvalence versus la spécialité, être spécialiste d'un sujet. Et puis, c'est là où ça fait écho à cette notion de savoir fondamentaux ou de base versus savoir savant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on est spécialiste d'une discipline. Voilà. Et c'est là où, après, ces arguments sont utilisés chacun pour se défendre l'un de l'autre. Hein. Mais donc, c'est là où on voit bien qu'il y a un nœud et qu'il faut travailler à ces représentations-là pour dépasser ces résistances. Et puis le choix, bon, alors j'ai mis vocationnel versus par défaut. Bon, je suis désolée, par défaut, c'est pas très, voilà, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas, c'est l'idée que quand on veut être enseignant, et particulièrement en primaire, c'est depuis qu'on est petit. Hein. Donc du coup, c'est pas la même motivation, alors que j'ai mis donc par défaut dans la logique d'orientation, ce qui veut pas dire que tous les gens qui sont enseignants en secondaire auraient voulu faire un autre métier, mais en tout cas, c'est pas du tout le même processus et ça s'opère pas du tout au même âge dans la scolarité. Et ça aussi, ça a un impact sur ce qu'on va faire et comment on se représente son métier. Et puis, je rajoute 2 variables. Évidemment, la personne sera étonnée, la variable genrée, mais enfin, si on veut travailler à une culture commune, il faudrait peut-être commencer par ne pas considérer, par exemple, que l'enseignement primaire relève des femmes et l'enseignement secondaire des hommes, et puis après, plus loin dans les disciplines masculines et ou féminines, enfin, mais surtout quand même. Bon, ça peut être une première manière d'aborder, dépasser ces représentations qui s'opposent. Et puis j'ajoute l'âge que j'ai pas abordé ici, mais qui devient un facteur important puisqu'on a de plus en plus, et là c'est plus largement dans la formation tout au long de la vie, de personnes qui se réorientent, qui sont en deuxième carrière et qui de fait ont là pour le coup des différences représentationnelles vraiment par rapport à des étudiants en licence 3. Qui sont sur d'autres dimensions et qui sont en train d'amener aussi une culture et des savoirs communs, des savoirs personnels, professionnels d'autres champs et qui modifient tout ça. Donc en conclusion, on peut dans le champ des croyances l'idée c'est de considérer ça comme quelque chose de dynamique qui va être envisagé comme quelque chose de transformable et de malléable, c'est-à-dire qu'il faut utiliser ça. Et en termes de représentation, on a 2 dimensions. Soit on peut partir des pratiques en misant sur le fait que les pratiques vont transformer les représentations. Alors j'ai mis par exemple les réformes, c'est-à-dire qu'on impose quelque chose et on va faire le pari que les gens vont se l'approprier. Du coup, ça va modifier leurs rapports les uns aux autres. Bon. Sinon, l'autre possibilité, c'est d'inverser et de partir de ces représentations-là qui divergent du coup, mais il y en a aussi des semblables, faut les utiliser, sur
et qu'elles vont avoir un effet sur les pratiques. Et là, je pense que c'est là où, notamment l'ESP, entre autres, a un rôle à jouer en termes de formation initiale et de formation continue pour partir de ces représentations et se connaître mieux les uns les autres pour ensuite, professionnellement, dans le monde professionnel, une fois sorti. Mais c'est pour ça que j'insiste sur la formation continue aussi. Parce que c'est pas parce qu'on a été formé il y a 10 ans qu'on n'a pas le droit d'être reformé un peu ou d'avoir des informations. Voilà. Et donc, ça, ce sera la transition pour l'intervention de mon collègue. Voilà, je vous remercie de votre attention. Des questions après, hein. Je suis désolée. Merci Séverine. Donc maintenant c'est Olivier Galli, également maître de conférence à l'ESP, qui va vous faire sa présentation. Sa présentation porte sur la formation au contexte d'exercice du métier dans les masters métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Une première étape pour développer une culture commune chez les jeunes enseignants. À toi Olivier, et tu as à peu près 20 minutes pour cette présentation. Bien, bonjour tout le monde. J'ai 20 minutes, sans doute pas beaucoup plus, pour vous faire cette présentation qui m'a été demandée par Stéphane et par Yolande, qui consiste à faire une approche en termes de formation à l'ESP sur les MEF, première et deuxième année, sur la notion de culture commune. Alors on y a réfléchi depuis un certain nombre d'années, depuis l'arrivée des masters à ce qu'on appelait avant l'IUFM, dans les années 2010-2011. On a eu une première version des masters et ensuite, depuis 2013, la transition de l'IUFM à l'ESP et le ministère nous ont demandé de réfléchir sur de nouvelles maquettes master que l'on appelle maintenant les masters MEF. Donc au cours de cette présentation, je vais, sur la diapo suivante, essentiellement revenir sur la culture commune des enseignants au fil des réformes, des dernières réformes. Ce sera assez bref pour contextualiser la place de la culture commune dans le métier d'enseignant. Comme le disait monsieur le vice-recteur tout à l'heure, c'est une notion assez récente et on va voir qu'au fil des réformes, elle est apparue il y a 20 ans maximum. Et ensuite, l'essentiel de mon propos concernera l'organisation dans le curriculum de formation des étudiants et des futurs enseignants qui sont en formation MEF. Alors en 89, avec la loi d'orientation de Jospin, on voit apparaître les UFM qui naissent. Ensuite, on a eu une deuxième réforme, c'était la loi Fillon de 2005 et la loi Payon dont nous parlions tout à l'heure en introduction, et plus particulièrement Madame Lérand en parlait tout à l'heure. Parallèlement à ces lois d'orientation, il y a des textes qui ont régi la notion de culture commune, qui ont régi le métier d'enseignant, plus particulièrement en 1997 pour les plus anciens qui ont enseigné jusqu'en 2010. Vous avez sans doute connu les missions du professeur. Ces missions du professeur, elles ont été en vigueur en 1997. Ensuite, en 2010, on a les 10 compétences des professionnels, les 10 compétences professionnelles de l'enseignant qui ont été mises en place. Et récemment, un nouveau référentiel est apparu. C'est le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation. Donc avec 14 compétences qui sont spécifiques aux enseignants et ensuite des compétences un peu plus transversales que l'on va voir dans les diapos suivantes. L'idée, systématiquement, c'est de développer une culture commune. Et cette culture commune, si on prend les textes, puisque l'essentiel de mon propos va être basé sur les textes
officiels qui régissent notre métier. C'est plus particulièrement le concept de culture commune renvoie à l'idée que tous les professionnels du service public de l'éducation se reconnaissent dans des valeurs et des convictions qui fondent leur action, notamment la fraternité, la laïcité, la conviction et l'éducabilité de tous les élèves. Et ça se traduit ni plus ni moins que par ce fameux référentiel de compétences. Alors que ce qui va essentiellement changer entre les deux derniers référentiels de compétences, entre celui de 2010 et celui de 2013, ça va être, l'accent a été mis essentiellement sur la notion de travail en équipe, de collaboration, de coopération, la notion de communauté éducative, et je crois que ça a été largement repris ce matin dans les premières présentations, et également un retour, pas un retour, mais surtout une vision renouvelée et mise à jour de la laïcité, des valeurs républicaines et réaffirmée dans cette culture commune, notamment avec les attentats et les événements que nous avons connus récemment en France métropolitaine. Donc ce référentiel de compétences, je crois que la plupart des enseignants qui sont dans la pièce, dans l'amphithéâtre, le connaissent. Vous avez tous lu, travaillé, vous êtes aussi évalués sur ce référentiel de compétences, ou vous allez l'être au fil de votre formation, on va y revenir. 3 éléments clés dans ce référentiel de compétences. Tout d'abord, il vise à ce que tous les personnels concourent à des objectifs en lien avec la culture commune de l'ensemble des enseignants. 2, il reconnaît la spécificité du métier dans son contexte d'exercice. Et 3, il identifie les compétences professionnelles. Alors, ces compétences professionnelles, elles se poursuivent bien évidemment tout au long de la vie. Ma collègue Séverine Ferrière en a parlé tout à l'heure. L'accent sera mis ensuite sur la formation tout au long de la vie, au-delà de ces 2 années de formation que les étudiants vivent au sein de l'ESP dans leur MEF. Alors, concernant ces compétences communes, elles sont pour une partie communes à tous les professeurs et personnels de l'éducation. On va retrouver ces notions de partage de valeurs de la République, d'inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école. Ensuite, on va avoir des compétences qui seront liées qui seront mises au profit des élèves, tout particulièrement en lien avec l'apprentissage, la diversité des élèves, l'accompagnement des élèves, les principes éthiques, la maîtrise de la langue française, la langue vivante étrangère, la culture du numérique, pour ce qui est de ces compétences. Ensuite, d'autres compétences sont liées et sont mises au service de la communauté éducative. Là, j'en parlais tout à l'heure de la notion de coopération, de collaboration. On voit bien que dans le dernier référentiel de compétences, c'est largement mis en avant. Et enfin, des compétences communes à tous les professeurs que l'on va retrouver sur les savoirs disciplinaires, sur la maîtrise de la langue française, sur la prise en compte de la diversité des élèves et sur le mode de fonctionnement du groupe, tout en mettant l'accent sur l'évaluation et le progrès des acquis des élèves. Ça, ce sont les éléments du référentiel de compétences qui concernent les enseignants. On en retrouve également qui sont en lien avec les personnels d'éducation, que je ne détaille pas ici, puisque à l'ESP, nous formons essentiellement dans les parcours MEF des enseignants de mathématiques, de français, de lettres modernes, d'éducation physique et sportive, de physique-chimie, de sciences de la vie et de la terre, d'anglais et d'histoire-géographie. Voilà. Alors, l'organisation du curriculum dans la formation des étudiants. Nous avons 51 étudiants en MEF 1, 66 étudiants en MEF 2 sur 6 parcours. Nous avions 7 parcours précédemment, nous en avons 7 sur les MEF 2, 6 sur les MEF 1. Avec, sur ces parcours, surtout en deuxième année, des parcours classiques, aménagés, des DU adaptés. Les préconisations du ministère nécessite de prendre en compte la formation de chacun des étudiants et d'individualiser les parcours de formation. Surtout sur la deuxième année de ces MEF. Sur la première année, nous devons également prendre en compte la nature du concours. On va le voir sur les diapos suivantes. Cette nature du concours, elle est, je dirais, identique quel que soit le parcours de formation. On doit également prendre en compte la culture du parcours, qu'on soit en histoire-géographie, en physique-chimie ou dans un autre parcours. Là, parfois, elle est opposée à
à cette nature, qui elle, par contre, est identique, on va y revenir. Et en deuxième année, la professionnalisation est progressive et elle prend en compte le contexte d'enseignement dans lequel vous vous trouvez en Nouvelle-Calédonie. Enfin, un dernier élément qui est à prendre en compte quand on envisage la culture commune et les enseignements, et notamment les plans de formation, c'est d'être assez réactif par rapport à l'actualité éducative, qui tous les 6 mois, qui tous les ans propose des nouvelles thématiques qui nous obligent à repenser les maquettes de formation, du moins sur certains éléments, sur certaines thématiques, toujours en lien avec le référentiel de compétences. Donc en définitive, au regard de toutes ces contraintes et de toutes ces exigences, le gros challenge pour pouvoir mettre en place ces formations, c'est de proposer une culture et de construire une culture commune autour de toutes ces singularités. On voit très bien que par le parcours des étudiants, que par leur culture disciplinaire, on est parfois sur ce qu'on appelle, nous, le grand écart. Et c'est un sacré challenge pour l'équipe de formateurs. Donc cette culture partagée, comment on arrive à répondre à l'exigence 1 ? Par la diversité des intervenants. Dans le plan de formation, on a 14 intervenants qui, comme le préconise le ministère, sont des personnels enseignants, des inspecteurs, des personnels de direction, qui peuvent parfois travailler dans le premier ou le second degré. On a aussi des universitaires, des gens qui ont une compétence particulière dans un domaine bien particulier auquel on fait appel. Donc tout ceci compose l'ensemble de l'équipe. Au niveau de la répartition, cette répartition tente d'avoir une répartition assez équilibrée au cours des 4 semestres. Sur cette culture commune, vous voyez sur les parties assurées qu'elles sont à cheval entre les savoirs disciplinaires, les savoirs scientifiques et didactiques, mais également les compétences liées à l'exercice du métier, qui elle-même est englobée dans ce que l'on appelle le tronc commun, où on va retrouver le CLES, le C2I et c'est tout, avec la partie contexte et exercice du métier sur cet enseignement, sur ce tronc commun. Au premier semestre, on va avoir 22 heures, au second, 22 heures également, 18 heures au troisième semestre, et 24 heures pour terminer sur le 4e semestre. Tout ceci en prenant également en compte quelque chose, un enseignement qui a été mutualisé également, c'est la partie d'initiation à la recherche. On considère qu'il y a une culture commune dans les enseignements liés à l'initiation à la recherche qui permet aux étudiants de les accompagner dans la rédaction de leur mémoire, dans leur culture scientifique en général. Pour répondre à cette mise en œuvre de la culture commune dans la formation, on essaye de mettre en synergie les compétences professionnelles et les enseignants, et les enseignements, qui sont pour la première année essentiellement en relation avec le programme du concours, et la deuxième année avec la professionnalisation de ces mêmes professeurs stagiaires, puisqu'au 1er septembre, s'ils ont leur concours et leur MEF1, ils se retrouvent aux professeurs stagiaires. Donc en relation avec les programmes du concours, on va retrouver la culture commune transparaître dans certains éléments de la culture du métier d'enseignant, notamment dans les textes des concours. Si on prend l'exemple, là j'ai pris un exemple de texte régissant le concours d'histoire, le CAPES d'histoire-géographie, on va retrouver en rouge et en jaune des éléments qui sont retrouvés dans chacun des concours nationaux. Ce sont les éléments de la culture commune. Alors ces éléments de la culture commune, on les retrouve en tête des épreuves d'admission, et plus particulièrement sur la partie jaune, on peut lire que l'entretien permet aussi d'évaluer les capacités du candidat à prendre en compte les acquis et les besoins des élèves, à se représenter la diversité des conditions d'exercice de son métier futur, à connaître la façon réfléchie à en connaître de façon réfléchie le contexte dans ses différentes dimensions, classe, équipe éducative, établissement, institution scolaire, société, et les valeurs qui le portent, dont celle de la République. Donc on voit très bien cette notion transparaître de travail collaboratif, coopératif, et l'accent est également mis sur les valeurs de la République. Au niveau de la professionnalisation, mais pour certains étudiants qui vont
être en deuxième année. Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, on a des MEF2 en parcours classique, d'autres en parcours aménagé, d'autres en DU parcours adapté, avec des parcours différents et donc des contenus différents. On va retrouver pour certains des projets interdisciplinaires ou transversaux qui sont contextualisés au profit de l'Académie de la Nouvelle-Calédonie et dans le contexte dans lequel ils vont se retrouver dans les années à venir en Nouvelle-Calédonie. On a des projets liés au numérique, des projets liés à l'enseignement et à l'évaluation par compétences. On va également avoir l'année prochaine des projets liés à l'accompagnement personnalisé, mais également les travaux d'études personnalisées qu'on peut retrouver pour les étudiants étant déjà titulaires d'un MEF et étant en DU parcours adapté ou en parcours aménagé. Et enfin, au 4e semestre, on va retrouver ce que l'on a déjà depuis un certain nombre d'années dans les SP et avant les UFM, c'est ce que l'on appelle l'analyse de pratique, qui permet d'avoir un espace d'échange avec des formateurs en dehors de toute évaluation sur leur vie dans l'établissement, sur leur vie d'enseignant, sur leur réussite, sur leurs difficultés. C'est ce que l'on appelle l'analyse de pratique ou l'analyse des pratiques professionnelles qui est proposée aux étudiants au 4e semestre au moment où ils se retrouvent dans les établissements en stage et qui vient en plus de leur support dans les établissements, à savoir les tuteurs, les collègues et toute la communauté éducative. Voilà. On essaye aussi de répondre à cette culture commune à travers l'évaluation, plus particulièrement en MEF1 où des évaluations centrées autour des études de cas sont mises en place, mais également dans les préparations aux phases d'admission, notamment à partir du semestre 2 pour les MEF, où on fait des petites simulations, toujours sur la base d'études de cas, qui les accompagnent dans leur préparation aux oraux. Et en deuxième année, on est sur l'évaluation de ces fameux projets interdisciplinaires et ou transversaux et ou le TER. Et également, il y a une validation du portfolio, donc e-portfolio par tous les étudiants, qui est préparé par les collègues de l'ESP, qui est validé par les responsables de filière, qui est validé par les responsables de formation générale et qui est rempli par les étudiants tout au long de leur formation. Alors, tous nos étudiants de MEF1 et de MEF2, quand ils rentrent, je leur propose de me faire un petit brainstorming qui dure en général entre 20 et 30 minutes autour de la vision qu'ils ont du métier d'enseignant. Et cette vision, on la retrouve ici avec tous les mots-clés que je vous ai répertoriés sur cette diapositive. Tous ces mots-clés me permettent d'avoir un petit état des lieux en début de formation sur ce qui est considéré comme de la culture commune, ce qui est considéré autour du métier d'enseignant par tous les professeurs, enfin, par tous les étudiants, en première année. Donc on va retrouver tous ces mots-clés. J'en ai mis 2 en blanc qui sont autour de la notion de travail collaboratif, de coopération. Donc la vision de l'enseignement, on peut à travers ces mots-clés considérer que la vision de l'enseignement, elle est assez personnelle, elle est assez individuelle quand on rentre en formation. On n'a pas forcément, quand on est étudiant en première année de MEF, on n'a pas forcément en tête la notion de collaboration, de coopération, ou en tout cas elle ne s'exprime pas, même si elle est dans la tête des étudiants, elle ne s'exprime pas clairement. Ce qui nous renforce dans notre idée de faire travailler les étudiants en collaboration et en coopération, c'est ce qu'on fait quand on leur demande du travail personnel, du travail en TD, des retours d'expérience, des retours de travail de synthèse ou des projets. On favorise le travail collaboratif et interdisciplinaire en permettant aux enseignants de plusieurs disciplines de se retrouver autour d'un projet commun afin de développer cette culture commune. Alors en MEF2, alors ici j'ai capturé une diapositive d'un travail d'étudiants, d'un groupe d'étudiants de MEF2. C'est un groupe où on va retrouver plusieurs disciplines auxquelles j'ai demandé de proposer et d'articuler une diapositive autour du projet d'un des 4 axes du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie et comment eux pouvaient contribuer à travers leur discipline avec une approche à la fois disciplinaire mais aussi inter et pluridisciplinaire, comment ils pourraient contribuer à
au développement de cet objectif, en tout cas à l'atteinte de cet objectif, et l'objectif étant l'ouverture sur l'Océanie et le monde. Donc on voit certaines de ces bulles, là où il y a des flèches rouges, j'ai pu identifier des éléments de la culture commune, des éléments qui permettent d'identifier des items qui pourraient être travaillés, traités en équipe, en collaboration. C'est une première étape et c'est des choses, des éléments de réflexion que l'on ne voit pas en première année, qui commencent à être observés en deuxième année et qui, je pense, se développent après dans les établissements au cours de leur du développement de leur professionnalité, et plus particulièrement sur un terme que monsieur le vice-recteur utilisait tout à l'heure, la notion d'identité professionnelle. Je crois que cette culture commune, elle a pour objectif de développer chez les uns et les autres une identité professionnelle propre, qui est liée à votre établissement, qui est liée à votre vécu, qui est liée à ce que vous souhaitez comme vision de l'enseignement les uns les autres pour les futures générations. Et pour conclure sur cette brève présentation, je dirais que la culture commune accompagne les jeunes enseignants dans la réflexion sur leurs pratiques, leur savoir disciplinaire et leur place dans l'éducation de la jeunesse. Elle contribue sans doute modestement, puisque 2 ans c'est très rapide comme temps de formation, dans le cadre de la formation initiale, à apprendre à travailler collectivement, à collaborer. On parle ici de communauté éducative, et à prendre la mesure des enjeux éducatifs au-delà du travail disciplinaire qui est souvent mis en avant. Je pense ici au temps de formation que j'ai avec mes étudiants. Et enfin, un dernier élément qui a été aussi évoqué ce matin, ce sont les familles. Ce sont les familles avec lesquelles on peut travailler, avec lesquelles parfois on ne passe pas assez de temps, parfois qui souhaitent également communiquer avec nous, surtout dans le contexte calédonien du métier d'enseignant. Je pense que c'est très très important de passer du temps avec les familles également, et que ça fait partie de la culture commune, et que eux aussi font partie du giron de l'enseignement et de l'éducation, afin de faire réussir tous nos élèves. Je vous remercie. Merci à Olivier. Donc un petit quart d'heure pour ne pas trop prendre de retard sur des questions de la part donc du public. Ces questions peuvent s'adresser aussi bien à Séverine Ferrière qu'à Olivier Galli. 1. Oui, cette question s'adresse à Séverine. Tu as parlé tout à l'heure des variables, selon le genre et l'âge, etc., dans la représentation du métier enseignant. Est-ce que un axe, en fonction de l'ancienneté aussi, a été étudié? Est-ce que ça existe, qu'il y a eu des travaux là-dessus parce que tu as parlé de formation continue, et on sait que généralement nos formateurs sont des enseignants chevronnés, donc qui ont eux aussi une certaine représentation du métier. Et si on transmet là une culture commune, c'est intéressant de s'intéresser à savoir leur représentation à eux, quoi. Voilà. Oui, alors tu me prends à défaut puisque j'en ai parlé hier avec les étudiants et je leur ai dit je vais vous chercher un article qui traite d'une étude sur des stades d'évolution dans les dimensions professionnelles. Et je ne sais plus le nom mais je vous le retrouverai. Mais effectivement, il y a un chercheur, et ce que j'expliquais, c'est que il me semble de tête que c'est des travaux qui datent des années 80-90, assez anciens, mais qui restent le seul point de référence, où il était démontré, c'est des travaux anglo-saxons, mais il y avait des stades d'évolution dans la professionnalité. Alors par contre, je ne sais plus s'il y avait une question d'âge qui était croisée, mais en tout cas par rapport au fait qu'entre à peu près la première année, enfin les 10 premières années d'enseignement, les enseignants ils se mettent en place, quoi. Enfin bon, voilà. Ensuite, il y a toute une phase où ils vont être plutôt dynamiques et plutôt porteurs d'innovation, etc., parce qu'ils sont du coup un peu en place. Et après, ça redécline en fait. Et donc effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du générationnel, on pourrait dire. Et donc j'approfondirai, là c'est encore plus, c'est plus clair qu'il faut que je retrouve ces travaux-là, du coup. Ouais.
Mais merci pour vos présentations. C'était pas aisé, Madame Ferrier, de passer après le vice-recteur qui avait un peu brossé la première partie de ce tableau. Je n'ai pas spécifiquement une question, mais je voudrais juste apporter une petite remarque. Et peut-être qu'au cours de la journée, vous allez revenir sur ces points. J'ai eu la sensation dans vos présentations qu'il y avait une sorte de glissement entre culture commune et référentiel de compétences. Et le mot culture, vous l'avez rapidement, je dirais, défini comme un ensemble de savoirs. Je me permettrai simplement, oui, je partage mes remarques, de considérer en fait que quand on parle de culture, il s'agit bien évidemment de croyances et de représentations, mais de valeurs, mais aussi d'histoire. Je pense qu'il faudrait quand même rappeler que l'enseignement, à l'origine, était confessionnel et que l'école laïque républicaine s'inscrit dans l'histoire comme une rupture et une reprise en main de l'éducation des enfants. Et que quand on parle de culture, il faut voir cette dimension historique. J'ajouterais même que, on l'a rapidement évoqué, mais s'il y a une telle différence entre le premier et le second degré, c'est qu'en termes d'histoire, ça s'est construit sur des pratiques et des événements qui ont été totalement différents les uns des autres. Et quand on parle aujourd'hui de culture commune, il ne faut pas voir seulement le mot commun comme une histoire de collaboration possible, mais bien sur comment réunir deux systèmes de pensée qui sont la pensée du premier degré et la pensée du second degré. Et bien évidemment, réassocier ces deux histoires en disant, oui, effectivement, on partage deux cultures à l'origine différentes, et pourtant nous partageons un même métier et les mêmes valeurs professionnelles. Et au-delà de ces valeurs professionnelles, c'est l'idée du référentiel de compétences. Le référentiel de compétences ne s'appuie pas du tout sur la culture. Il s'appuie sur des savoir-faire professionnels. Et je pense qu'il faudrait dissocier l'idée de culture commune et de référentiel de compétences, c'est-à-dire différencier les représentations et les valeurs des questions de compétences professionnelles, c'est-à-dire de savoir-faire transférables dans des situations d'enseignement. Voilà, c'était les deux petites remarques. Mais je pense que vous l'éclairerez au cours de ces 2 journées, cette distinction, et ne pas faire un glissement et une sorte d'association entre culture commune et référentiel de compétences, qui sont pourtant 2 choses complètement différentes, enfin, il me semble. D'autres questions ? Oui, bonjour à tous. Tout à l'heure, monsieur le vice-recteur, vous avez parlé de l'écart de performance entre les classes sociales. Alors ma question est la suivante. On parlait de communauté éducative, de participation des familles. Comment vous parlez que pour un facteur de réussite, c'est la diversité des enseignants face à la diversité des étudiants. Vous avez présenté tout à l'heure les nombres d'étudiants en master MEF. Ce serait intéressant aussi, puisque moi, en tant que Kanak, que j'ai envie aussi de construire le pays tous ensemble, j'ai envie de vous demander aussi moi, je suis intervenante aussi, je suis enseignante. Qu'est-ce que vous envisagez dans votre formation pour prendre en compte cette diversité et aussi inclure les familles dedans? Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà une première réflexion dessus pour faire avancer les choses, parce que des cultures communes, c'est complexe ici et c'est spécifique aussi au pays. Comment vous envisagez en fait de faire réussir dans ce contexte difficile? Parce que socle commun, socle culturel, culture commune, ça... On entend parler tout le temps, mais moi je veux dire, qu'est-ce que concrètement on peut envisager dans les enjeux là? Comment vous avez réfléchi? Est-ce que je serais curieuse de savoir comment ça se passe et pour interpeller la communauté éducative, en l'occurrence les parents qui sont aussi derrière. Oui. Merci Evelyne, on va essayer de répondre à ta question. Concernant votre question, il faut savoir déjà qu'en termes de professeurs ou d'enseignants, ou d'étudiants que nous avons dans les MEF, je crois qu'on est tout à fait dans la représentativité du pays. C'est-à-dire qu'on a des étudiants appartenant à toutes les communautés qui sont dans les dispositifs de formation aujourd'hui. Je crois que c'est très clairement représentatif. Chaque communauté est représentative dans les parcours de formation. En termes de formation et de culture commune, quand nous proposons des enseignements, nous avons aussi des enseignements faits par des linguistes spécialistes ou par des personnalités extérieures qui viennent
apporter des éléments de la culture, notamment la culture océanienne et la culture mélanésienne, notamment avec l'arrivée au niveau de l'enseignement secondaire de l'enseignement de la culture kanak et de la formation des enseignants sur les langues vernaculaires. Voilà, donc tout ça, ça va être mis en place, et pour certains enseignements, c'est mis en place notamment pour faire transparaître dans nos dispositifs de formation la culture commune et les cultures océaniennes, et plus particulièrement la culture kanak, puisque c'était votre question. On va prendre une ou deux dernières questions. Les futurs professeurs de collège, de lycée, des écoles ont sûrement des questions après ces interventions particulièrement pertinentes. Mes étudiants de MEF-EPS peut-être ont des questions. Peut-être. Sans qu'elles leur aient été soufflées avant. Oui, je voudrais juste poser une question rapide à Olivier. Donc Olivier, tu nous as présenté le dispositif de formation, et j'aimerais mettre en lien ce que tu as dit par rapport à ce que a aussi expliqué tout à l'heure Séverine, c'est-à-dire, est-ce que, de ton point de vue, le dispositif de formation en MEF permet déjà réellement une appropriation de la culture commune par les enseignants ? Quel est ce degré d'appropriation d'après toi? Est-ce qu'il est unanimement partagé par l'ensemble des étudiants qui sont en formation? Est-ce que, par exemple, il y a des disciplines qui sont plus réceptives à la culture commune que d'autres, etc.? Je pense qu'il y a déjà la culture disciplinaire qui va faire que les enseignants de telle ou telle discipline vont se réapproprier l'enseignement en général de contexte d'exercice du métier, et donc cette culture commune. Pour d'autres, c'est moins évident. Et je pense que, pour répondre à la première partie de ta question, c'est aussi quelque chose qui doit être un continuum. C'est juste un début. On essaye d'impulser, comme je disais dans la conclusion. Enfin, j'ai mis le mot modestement dans la conclusion. On a un volume horaire qui est très faible. Il y a énormément de contraintes qui pèsent sur les étudiants pendant leur MEF. C'est après quelque chose qui est à faire vivre dans les établissements, et je crois que c'est un point de départ. J'ai retenu tout à l'heure la future approche de l'évaluation des enseignants, et notamment par l'item sa place au sein de la communauté éducative. Je crois que là, il y a un lien évident entre ce qu'on propose aujourd'hui et les outils qu'on essaye de donner aux étudiants, en les accompagnant ou en essayant de les accompagner sur le travail interdisciplinaire ou les projets transversaux, et ensuite comment ils vont pouvoir faire vivre ça au niveau des établissements en étant force de proposition au sein de la communauté éducative. Parce que dans les établissements, ils vont se retrouver avec des enseignants qui ont été formés il y a peut-être 15 ans, 20 ans, voire plus. Il y a plusieurs générations qui se côtoient dans la salle des professeurs, et c'est peut-être à ces jeunes enseignants de proposer des choses ou de donner suite à ce qui a été déjà initié dans les parcours de formation. Et il y a peut-être des choses qui sont, sans doute, même plein de choses qui sont faites très très bien dans les établissements, et peuvent aussi se nourrir de ce qui est fait dans les établissements. En fait, c'est un maillage conjoint, et c'est un apport conjoint qui, j'espère, va pouvoir être pérennisé chez nos étudiants, et ne pas se voir comme un étudiant et un enseignant seul et isolé dans sa classe. Une dernière question ? Pierre-Yves va... Merci. Bonjour. En tant que parent d'élève, auditeur libre, qui vient s'intéresser à voir, parce que ma fille va commencer à rentrer à l'école l'année prochaine, donc je voudrais savoir où peut-on consulter le programme et voir un petit peu toutes ces évolutions-là, sans être inscrit forcément sur le campus ou tout ça. Parce que nous, en tant que parents d'élèves, on n'hésite pas à mettre la main à la pâte, c'est-à-dire qu'à
Il y a des écoles comme Montessori qui se montent, on y participe. Une autre école, etc., on y participe. Et nous, en tant que parents d'élèves, on s'inquiète beaucoup du futur de nos enfants. Et donc, on voudrait savoir comment on peut avoir accès à tout ça. Merci. Alors, je ne sais pas si vous parliez de l'accès au dispositif de formation des MEF, c'est bien ça? C'est plus au programme. Non, plus au programme en général, parce que, étant donné qu'après, nous, on peut aussi faire le CNAM, tout ça, là. Mais par correspondance, vous voyez. Oui, donc nous, en fait, après, on essaye de pallier un petit peu, parce que oui, on trouve que le niveau a régressé. Donc oui, en tant que parent, on essaye de pallier. Et au niveau des différences sociales, c'est pas trop les différences sociales, c'est surtout que chaque parent se met au foyer pour accompagner son enfant régulièrement dans sa scolarité. Voilà. Donc vous avez, pour le premier degré, vous avez, pour le premier et le second degré, vous avez le site EduSchool, qui est très bien fourni. Vous avez aussi, pour le premier degré, le site de la DANC. Et vous trouverez également sur le site du vice-rectorat énormément d'informations concernant la vie du collégien, du lycéen. Et les programmes pour le second. Vous avez aussi tous les programmes du second degré qui sont sur EduSchool et qui sont sur le site du ministère. Vous avez un ensemble de sites satellites qui sont relativement accessibles pour trouver les programmes d'enseignement. Tout est bien indiqué. Il y a même un portail pour les parents d'élèves sur le site du ministère. Oui, moi, ce serait une question un peu plus simple. Aujourd'hui, on parle de culture professionnelle commune aux enseignants. Et comme le disait tout à l'heure, fort justement, voilà, Jean, il y a le problème de savoir ce que c'est que la culture. Est-ce qu'on parle de savoir ou est-ce qu'on parle de compétences? Et ça, je sais que ça doit faire partie normalement de travaux qui vont être abordés plus tard. Mais pour nous, il y a une dimension importante qui est aussi le fait que on parle soit de savoir, soit de compétences ou un mix des deux. Et est-ce qu'on prend en compte aussi ce qui se passe après? C'est-à-dire que l'école en elle-même n'est pas un aboutissement. On considère vraiment que c'est un moyen qui doit amener tout élève à s'épanouir et à se réaliser. Il y a une dimension qu'il faut prendre en compte, c'est ce qui se passe ensuite à l'université et dans le monde du travail. Et cette dimension, je pense, est importante pour que, dès le départ, la culture professionnelle puisse prendre en compte l'évolution aussi rapide du monde du travail, de la société, etc., pour apporter ces dimensions aussi aux jeunes étudiants. Donc, je voulais savoir s'il y a des travaux qui sont prévus sur ces aspects-là. Merci. Des travaux, sur les tables rondes, pas spécifiquement, mais là je pense qu'on touche à j'en ai rapidement parlé, notamment la dichotomie, elle est plus en termes de connaissances versus compétences. C'est même pas les savoirs. Les savoirs, à la rigueur, ils sont, c'est un terme qui, et donc, ça veut pas dire qu'il faut ignorer, mais c'est que là, c'est des choses qui, du coup, on peut reprendre le terme de transcendent le système éducatif, parce que là, on est sur des dimensions qui sont éminemment politiques. La question des compétences, c'est est-ce que l'école, est-ce que l'État est au service, dans une perspective libérale, en fait, de créer non plus des citoyens autonomes, libres de pensée, de réflexion, mais bien des personnes qui seront aptes à rentrer dans le système libéral avec le principe collectif, individuel, etc., toutes ces dichotomies. Donc, je pense pas qu'on puisse malheureusement en débattre parce que là, on est vraiment sur des dimensions qui touchent à la philosophie, vraiment, et puis à la structure plus large, du système éducatif, des préconisations mondiales, parce que vouloir partir sur des compétences, le socle commun, etc., c'est pas vraiment, par exemple, le système éducatif français qui a dit, tiens, on va essayer de fonctionner là-dessus. C'est vraiment une réponse à des dimensions. Alors ça veut pas dire qu'il faut systématiquement appliquer bêtement ou sans réflexion, mais il y a des choses qui sont pas inhérentes, qui en tout cas, à mon avis, ne relèvent pas malheureusement de la formation des SP et du quotidien des enseignants, mais qui pour autant sont à débattre entre eux pour savoir ce qu'ils veulent transmettre. Et dans l'absolu, l'idéal, ce serait de transmettre les deux. Une toute dernière question, sinon il n'y aura pas de pause. Alors excusez-moi, je vais essayer d'être rapide du coup.
Moi, en tant que professeur des écoles stagiaires, j'ai une question pour les prochains étudiants qui vont passer à l'ESP, notamment sur la culture commune au niveau de la culture océanienne. Est-ce qu'il est prévu qu'un jour, il y ait un cours, un tronc commun, justement, sur la culture océanienne réelle? Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas fait de prépa au concours, donc j'ai pas fait la PE1, ce qui est possible, hein, peut-être que ça a été fait en PE1. Mais du coup, étant rentré directement en PE2, voilà, je voulais savoir s'il était prévu dans la prochaine plaquette ou plus tard, d'avoir un tronc commun justement sur la culture océanienne pour que tout le monde soit au même niveau en sortant de la formation. Rapidement, je voudrais simplement préciser que la réflexion qui est actuellement menée par un groupe de réflexion sur le devenir de la formation des enseignants du premier degré, la réflexion actuellement préconise déjà la masterisation pour la filière professorat des écoles, ce qui serait, à mon sens, la meilleure chose pour avoir une culture professionnelle commune aux enseignants du premier et du second degré. De ce fait, plus globalement, hein, que votre focus sur la culture océanienne, eh bien là, ce serait l'ensemble des compétences et de la culture commune qui serait partagée entre premier et second degré, et je pense que ce serait une très bonne chose. Donc, de ce fait, effectivement, comme les enseignants du second degré sont formés à cette culture océanienne, les enseignants du premier degré, qui le sont, hein, Madame Cavaloc, le seraient avec leurs homologues du second degré.